Aloha et bienvenue sur le podcast du portail de l'auto-édition. Je m'appelle Abby et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour non pas une chronique audio, mais une discussion, une interview, bref du blabla autour d'un thème, d'une thématique qui me tient à cœur de parler dans le parcours de l'auto-édition, qui est lié au concept de l'idée à la monnaie, cofondée et co-menée avec mon meilleur ami Titou. Aujourd'hui, je ne suis pas seule pour discuter, sinon ça serait un peu bizarre. Je me trouve en compagnie de Ophélie. Je te remercie d'avoir répondu présente à cet appel, car le thème du jour étant la correction, il me semblait tout à fait logique, tout à fait évident de faire appel à toi, car tu es correctrice de métier, si je ne me trompe pas. Effectivement. Eh ben, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc écoute, toute première question assez basique, assez simple. Est-ce que tu pourrais te présenter, toi et ton parcours, s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Ophélie Mestureau, j'ai 32 ans et je suis correctrice et auteure. Donc, mon parcours, ça a d'abord été un bac ES dont on ne parlera pas parce que c'est une erreur. Il en faut. Voilà, tout à fait. Ensuite, j'ai fait une licence sciences du langage, un master édition et une licence pro métier des bibliothèques et de la documentation. Suite à quoi j'ai souhaité travailler de chez moi pour raisons personnelles. Et donc, au vu de mon parcours, la correction s'est un petit peu imposée d'elle-même. Donc, j'ai commencé à me renseigner, puis j'ai fait quelques prestations avant de passer le certificat Voltaire, qui est donc une certification pour les correcteurs en langue française. Donc j'ai obtenu avec le niveau maximal pour les correcteurs. Ouh, félicitations. Merci. Qui n'est valable que 4 ans. Ah ouais. Tous les 4 ans, en fait, il faut le repasser pour que ce soit toujours valide. Ah ouais, d'accord. Et comment ça se passe cette certification, si tu veux bien nous en dire un peu plus ? Moi, je l'ai faite tout à distance, sauf la certification en elle-même, mais la préparation, je l'ai faite à distance. J'avais accès pendant 4 mois au site internet du projet Voltaire et à tous leurs exercices avec des leçons sur des subtilités de la langue française. Enfin, il y avait des choses, c'était vraiment revoir les bases, mais il y en avait d'autres, c'était vraiment très très poussé. Très pointu. Subtilité, ouais, très très pointu. Et donc il fallait refaire les exercices en fait encore et encore jusqu'à les maîtriser parfaitement. Ah ouais. Et ensuite, le jour de la certification, c'était un examen où on avait, je sais plus, 80 phrases peut-être, quelque chose comme ça, dans laquelle il y avait des groupes de mots soulignés, et il fallait dire dans quel groupe de soulignés il n'y avait pas de faute. Waouh, mon Dieu, ça fait peur. En fait, ça allait au final parce que tu travailles tellement dessus à fond que tu maîtrises les trucs. Ouais, j'imagine. Ouais. Et donc t'as mis 4 mois en fait à passer cette certification-là, c'est ça ? Ouais, là, en fait, on a accès au site pendant une année entière. Ouais. Mais quand on commence la formation, il faut qu'on passe la certification au bout de 4 mois. D'accord, ok. D'accord. Et après, donc, valable 4 ans. Valable 4 ans, et donc voilà, l'année prochaine, je la repasserai, mais je pense que je repasserai uniquement la certification. Je vais pas refaire les 4 mois en amont. De préparation. En fait, il m'avait envoyé en parallèle du site un livre, la Bible du certificat Voltaire, qui reprend tout ça. Donc j'ai déjà, ça me fait déjà une bonne base pour le retravailler, en plus du travail que je fais tous les jours. Oui, finalement, tu baignes. C'est ça, finalement, tu baignes dedans, quoi. C'est ça. Oui. Puis en soi, comme tu me disais, t'avais eu les résultats, le résultat maximum. Quasiment, ouais. Du coup, c'est sur 1000 en fait. Ok. La note, et j'ai eu 975. Ah ouais, vraiment, waouh, impressionnant. Et je sais exactement où je me suis trompée. Ah, c'est encore mieux. Et donc c'est très bien parce que c'est le genre d'erreur où si je suis confrontée dans une correction, je sais que ça, il faut que je vérifie parce que c'est un point faible que j'ai. Ouais, tu connais du coup tes limites sur ces points-là, quoi. Ah, c'est top. Ça. Ah ouais.
Bien. Ok, d'accord. Et donc la correction, donc c'est imposé à toi quand tu cherchais un travail en fait depuis chez toi, quoi. C'est ça. Ok. Et est-ce que tu veux bien nous définir, nous expliquer, parce que bon, faire de la correction, voilà, tout le monde voit un peu l'idée, hein, mais est-ce que tu veux bien nous expliquer un peu en détail en quoi consiste en fait ton métier de correctrice actuellement? Tout le monde ne voit pas forcément l'idée. Parce que D'accord, quand ok. quand je dis que je suis correctrice, j'ai droit à « Ah bon, tu traduis en quelle langue ?» Ah oui, d'accord. Ok, j'ai rien dit. Et je vois. Je vais juste me mener, me porter moi-même. Moi, je vois ce que c'est qu'une correction, mais si tu veux bien pour nos auditeurs et auditrices nous expliquer. Ah non, mais attends, j'ai eu pire. J'ai eu quelqu'un qui m'a demandé pour quelle matière je corrigeais. Il croyait que je corrigeais des copies d'examen, ce genre de choses. Ah ouais, d'accord. Ah oui, rien à voir du coup, je pense, avec ce que tu fais. Voilà. Donc voilà, moi en tant que correctrice, je corrige les manuscrits d'auteurs. D'accord. Donc que ce soit des romans, des essais, enfin peu importe ce qu'on veut me confier. Donc je corrige, je m'occupe de l'orthographe, de la grammaire, de la conjugaison, de la syntaxe. Parfois même, parfois même on peut me demander de donner mon avis sur l'histoire en elle-même, enfin les incohérences si j'en repère, ce genre de choses. D'accord, ouais. En fait, c'est avec un chouille de regard bêta lectrice quand t'es sur des manuscrits d'auteurs, quoi. Si on me le demande, oui. Ouais. Ok, d'accord. Ok, et du coup, question somme toute curieuse, parce que, enfin, pour le coup, je n'ai pas la réponse. Comment tu t'organises à partir du moment où tu reçois une demande de quelqu'un qui te dit voilà, écoute, salut, j'ai besoin d'une correctrice, et le moment où tu rends le travail, qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Comment ça s'organise pour toi? Est-ce que tu communiques avec la personne ou pas? Combien? Enfin, comment tout ce processus se passe? Je communique beaucoup tout du long. En fait, quand on me demande, tout d'abord, si c'est un nouveau client, je lui transmets ma grille de tarifs. D'accord. Et ensuite, s'il est toujours intéressé, je lui dis par rapport à la taille de son manuscrit et le niveau de correction demandé, je dis le tarif qui serait appliqué. D'accord, parce que du coup, tu as différents niveaux de correction possibles. Oui, selon si je fais juste orthographe, grammaire, ou si je rajoute la syntaxe ou la cohérence aussi, ça fait 3 niveaux en fait. D'accord, oui, parce que j'imagine que le volume de travail derrière, du coup, forcément, plus t'as de de niveaux, fait le même. voilà, ouais. Et donc ensuite, je fais le devis. D'accord. Je l'envoie à la personne et on définit ensemble la date à laquelle je ferai la prestation. Et le temps que ça doit durer. Enfin, ça, généralement, le temps que ça dure, c'est moi qui le définis. Oui. Mais voir la date par rapport aux besoins de la personne et à mon propre planning. Oui, s'il y a une deadline particulière ou ce genre de choses. C'est ça. Ok. Et donc ensuite, quand je fais la prestation, donc j'utilise Word. Ouais. Et soit j'active le suivi des modifications. Donc où ce que je tape dans le texte s'affiche en rouge, ce que je barre se barre, ce que je rajoute se met en rouge, tout ça. Ou alors j'utilise aussi l'option commentaire si j'ai des choses à dire, des suggestions à faire. D'accord. Et ensuite, quand j'ai fini, je renvoie le manuscrit, j'envoie la facture en même temps. Et voilà, la personne paye. Alors des fois, si la somme est assez élevée, je peux demander un acompte. Ou alors, la personne peut me demander de payer en plusieurs fois. Donc ça, ce que j'accepte 2 ou 3 fois, je peux accepter. Ouais, d'accord, ok. Et ensuite, même une fois que j'ai terminé la correction, si la personne a toujours des questions par rapport à mes remarques ou par rapport à son manuscrit en général, je reste disponible pour aider un peu plus au besoin. D'accord, ok, d'accord. Et donc, quand c'est des anciens clients, généralement, ils savent déjà comment je travaille. Oui. Donc là, j'ai qu'à faire le devis. Et puis vous mettez d'accord sur la date, le délai. Voilà. Ou alors, j'ai aussi des clients qui m'imposent un délai, une date. Ouais. Ça arrive, j'en ai aussi parmi les maisons d'édition qui vont imposer un budget. D'accord. Donc, dans ce cas-là, ça correspondra pas forcément à mon tarif. Mais bon, vu que c'est des clients réguliers, au final, ça finit par compenser un peu. Oui, d'accord, oui.
D'accord. Ouais, non, mais c'est intéressant. C'est intéressant de savoir un peu comment ça fonctionne au niveau des rouages, de tout le processus, quoi, finalement. Et est-ce que, du coup, tu me disais que tu utilisais Word. Est-ce que tu utilises d'autres outils particuliers, des méthodes, peut-être? Est-ce que tu as des trucs dont tu as forcément besoin ou auxquels tu te fais référence? Enfin, si tu veux bien nous dire un peu plus comment tu travailles, quoi. J'ai Antidote, mais c'est vrai que je l'utilise assez peu pour le travail. D'accord. Parce que en fait, je l'utilise en tant qu'auteur pour travailler mon style, les répétitions et tout ça, mais pour le reste, en tant que correcteur, je lui fais pas confiance. Donc C'est vrai? Pourquoi? Parce que moi, j'ai cru comprendre qu'Antidote, c'était un peu le saint graal de tous les auteurs et autrices. Donc, il est un peu fané, ton saint graal. Hein. Ah, très bien, c'est donc un saint graal tout fané. Ok. En fait, ça reste une machine. Et donc, s'il comprend pas une phrase, il va proposer une correction qui ne sera pas bonne. C'est juste parce qu'il a pas compris ce que tu voulais dire, quoi. Oui, je vois. Oui, c'est vrai que finalement, ça reste qu'un outil formel. Oui, voilà, et ça arrive assez souvent qu'ils comprennent pas ce que tu veux dire. Ok, d'accord. Donc, tu utilises Word? J'utilise uniquement ou PDF si on m'envoie une correction à faire sur PDF avec Acrobat Reader. Ça m'arrive, mais sinon j'ai un livre, comment il s'appelle déjà? Ah oui, Lexique des règles typographiques en usage à l'imprimerie nationale. Ah, ça a l'air sympa comme livre de chevet. Ouais, très. En fait, c'est toute l'utilisation de la typographie, les signes de ponctuation, les majuscules, les titres, Waouh. Ah ouais. Tout ce genre de choses qui sont très très subtiles. Le tiré quadratin. Ouais, ce genre de choses. Donc ouais, tu utilises un peu tout ça. Est-ce que tu as une méthode quand tu te mets au travail? Est-ce que tu as un rituel qui se met en place? Enfin, comme en plus tu travailles chez toi, comment tu manages un peu ton temps? J'allais dire que oui, comment tu... Non, j'ai pas vraiment de rituel en fait. Non. Non, quand c'est l'heure de m'y mettre, je m'y mets. Soit je mets de la musique, soit j'en ai pas, même ça dépend. Ouais. Est-ce que tu te donnes des horaires de travail quand même? Pour réguler un peu ta journée Je fais avec les horaires de mon copain. Ok. Je me fie au sien, pas mal. Sinon... Oui, l'avantage de travailler chez soi, c'est que tu peux moduler un peu comme tu veux, quoi. C'est ça. Puis bon, plus j'ai de l'expérience et plus mon rythme accélère, donc ce qui me permet de pouvoir plus facilement jongler entre la correction et l'écriture. Oui, forcément. Oui, parce que du coup, tu as double casquette en plus, donc tu ne fais pas que ça de ton temps, quoi. C'est ça. J'aime bien avoir rencontré des cerveaux qui sont multitâches comme moi. Non, mais une à la fois. Hein. Ouais. Et du coup, dans ton métier, est-ce que tu saurais me dire ce qui te plaît le plus, vraiment le truc qui te fait vibrer, et c'est le truc qui te... tu t'es obligé de te pousser au cul pour y aller, quoi, tu vois? Ce qui me plaît le plus, en fait, ça va être quasiment la même chose, ça va être dans la découverte des manuscrits que je lis. D'accord, ouais. Vu que je sais que je vais en découvrir certains qui vont être géniaux, et d'autres que je vais détester, en fait. Ah, d'accord, ouais. Voilà. Oui, je vois. Par rapport au style, par rapport à la nature du document? Plus au contenu, je pense notamment à certaines romances érotiques très malsaines que je corrige régulièrement. D'accord, oui. Il faut tout pour faire un monde, quoi. Oui, tout à fait. Moi, c'est un genre qui ne me plaît pas du tout. Ouais, mais je comprends, moi non plus. Je ne refuserai pas d'en corriger, parce que je conçois qu'il y en a qui se genre. Donc même si c'est des choses que tu n'aimes pas, tu ne te fermes quand même pas, quoi. Non, je veux pas les censurer. Les seuls genres que je vais vraiment refuser, c'est le gore et l'horreur. Ouais, d'accord. Parce que je peux pas. Ouais, c'était limite, quoi. Voilà, c'est ça. Ok, ouais, d'accord. Et du coup, il n'y a pas un truc, je sais pas, un point particulier, ouais. D'aider les auteurs, en fait, parce qu'au final, c'est quasiment que ça mon métier. Je les aide à rendre leur manuscrit meilleur, et je trouve que c'est assez gratifiant. Tu m'étonnes.
notamment un manuscrit qui a beaucoup de fautes. J'ai vraiment l'impression de rendre service à l'auteur et d'être là pour pouvoir aussi lui expliquer des choses pour que ces fautes peut-être ne soient pas refaites plus tard. Oui. Ouais, complètement. Non, c'est clair, c'est un métier très utile. Puis d'autant plus dans l'auto-édition, parce que ou du coup dans les mecs qui font appel à toi, mais c'est vrai qu'en auto-édition, on n'est pas forcément tous détenteurs du certificat Voltaire. Et tu vois, si je veux parler de ma propre expérience, j'ai quand même suivi une licence de littérature en lettres modernes. Et malgré ça, je sais que j'ai clairement zéro confiance en la qualité orthographique, conjugaison, syntaxique de mon texte, quoi. Même si je sais que globalement, j'ai pas l'impression de faire des grosses fautes monstrueuses qui me vaudraient de monter à la potence, mais quand même, quoi. Mais quand même, je pense que aucune faute ne vaut la potence. C'est gentil, merci. Mais je pense que malgré tout, j'ai quand même zéro confiance en la qualité orthographique, la qualité de langue de mon texte, quoi. Et on en fait d'autant plus que quand on relit ses propres textes, on sait ce qu'on veut écrire. Oui. Et donc, on ne voit pas s'il y a une faute, on sait le mot qui est censé être là, donc on va pas voir le mot qui est pas bon. Oui, c'est le piège, c'est vraiment le piège. Et c'est pour ça que c'est essentiel que même si t'es prof de français, même si t'es étudiant en lettres, même si t'es dans ta vie perso ou pro, tu penses avoir une bonne maîtrise de la langue, je pense qu'il est vraiment nécessaire, vital, de faire appel à des correcteurs et des correctrices comme toi, parce que déjà, ne serait-ce que pour le respect par rapport à ton texte, envers toi-même, déjà. Envers le lectorat qui va acheter, voilà, c'est ce que j'allais dire ensuite, envers ton lectorat qui va payer pour ton bouquin, donc ce serait pas mal qu'il acquiert un objet avec un niveau de langue qui soit correct. Et ne serait-ce aussi, j'irais même plus loin, pour la crédibilité des auteurs indés, en fait. Parce qu'on a tellement craché sur les auteurs indépendants ces dernières années en disant « Ah, mais c'est la voix de garage, c'est Tati Daniel, cri-cri, au fond de sa cuisine, des romances érotiques entre un loup-garou et un vampire. » Bah non, c'est pas que ça, quoi. Il y en a peut-être, et je salue ces Tati Daniel qui écrivent ce genre de romances, il en faut. Mais je veux dire, en fait, l'auto-édition a beaucoup été décriée pour son manque de qualité, pour son manque de sérieux. Donc c'est pour ça que pour moi, aujourd'hui, à prévoir un budget correction, c'est nécessaire. C'est un truc... C'est comme si tu faisais l'impasse sur la couverture. Bah non, tu peux pas. C'est pareil, la couverture, c'est le premier truc que ton lecteur y voit, donc faut que ça attire l'œil. Et la correction, pour moi, c'est pareil. Personnellement, sur tous les bouquins que j'ai pu lire, parce que j'en lis pas mal, aussi bien pour ma lecture perso que pour mes chroniques, du coup, ça m'est arrivé une fois, depuis 2017, donc depuis 5 ans, de refuser de chroniquer un livre, et c'est franchement très rare du coup que ça m'arrive, mais j'ai été obligée de le refuser parce qu'il était bourré de fautes, du style... il n'avait pas été corrigé. Absolument pas, et ça va te faire hurler parce qu'il y avait vraiment 10 fautes en une phrase, tu vois. Donc c'était... Ah oui, c'était un premier jet. Franchement, c'était même pire qu'un premier jet. Je sais pas ce que c'était, mais à mon avis, c'était même pas un premier... C'était un prototype de premier jet ou un brouillon de premier jet, j'en sais rien, mais... c'était horrible parce que qu'il y ait des fautes qui passent, qu'il y ait des coquilles, voilà, je ferme les yeux, je m'en fous, pour moi, la qualité de la langue n'est pas le reflet de la qualité de la personne et du texte, mais est la qualité du respect que tu donnes à ton travail et que ce que tu offres au lecteur. Et là, c'était horrible. Il y en avait vraiment beaucoup trop. Donc j'ai dit, non, je peux pas lire. J'ai zéro plaisir dans la lecture. Et je chronique pas ça, quoi, parce que sinon, je vais devoir dire que c'est très mal écrit. Tu l'aurais démonté, ouais. Ouais, c'est pas mon but, quoi. Donc, franchement, je trouve qu'aujourd'hui, prévoir un budget correction, c'est hyper nécessaire. Ça fait partie vraiment du packaging essentiel quand tu te lances en tant qu'auteur indé, quoi. Pour moi, c'est vraiment le plus important. Je veux dire, je suis d'accord, mais je suis forcément d'accord. Oui, d'autant plus que t'as les deux casquettes, forcément, donc tu comprends d'autant plus la nécessité du truc. Voilà, quand mes manuscrits passent par la case correction de la maison d'édition, il reste des fautes, parce que au bout d'un moment, je vois plus mes propres fautes. Ah oui, mais oui, c'est normal, c'est ça, parce qu'en plus, comme tu dis, on a le nez dedans. Donc en ayant le nez dedans, on voit pas ce qui se passe. C'est comme
C'est comme quand t'écris ton premier jet et que t'envoies ça à tes bêta-lecteurs. C'est sûr que tes bêta-lecteurs, si ce sont de bonnes personnes, vont t'envoyer des « Ah, là, il y a une incohérence. Ah, là, il y a un personnage qui est mort, mais en fait, tu le fais revenir 3 chapitres après, c'est pas normal. » Bah oui, t'avais le nez dedans depuis 3 mois, forcément. Enfin, 3 mois, 3 ans, 30 ans, mais... Là, je suis en train de faire le travail éditorial d'un roman dont j'ai commencé l'écriture début 2017. Waouh, ah ouais. Forcément, là, j'ai vraiment eu le nez dedans. Tu m'étonnes. Donc ouais, il reste des trucs... Bah oui, c'est normal. Et je pense que même que tu sois auteur indé de toute première fraîcheur, si je puis dire, ou le vieil auteur indé qui est là depuis 25 exemplaires qui est sorti, 25 bouquins sortis, publiés, bah, je pense que dans tous les cas, la correction est nécessaire pour avoir le recul, pour, comme on disait, pour le respect à ton texte, à ton lecteur et à l'auto-édition, quoi. Clairement. C'est ça. Clairement. Et dis-moi, justement, si on parle de choses essentielles, si tu devais, attention, cette question peut être absolument atroce pour toi, retenir un seul élément dans ton job de correctrice, s'il fallait garder un seul truc, qu'est-ce qui te semble pour toi le plus important, le saint graal de la correction? Waouh. Là, tu ne me remercies pas d'être invitée. Vraiment, non. Je suis pas sûre de comprendre la question. Bah, si par exemple, si par exemple, entre la conjugaison, la grammaire, la syntaxe, qu'est-ce qui te semble pour toi le premier pilier, vraiment la base de la base qu'il faut ne pas être... ne pas fermer les yeux dessus, quoi. Ouais, mais je te demande de choisir exprès. C'est dur. Oui. Je dirais peut-être l'orthographe et j'inclus la conjugaison dedans parce que moi ça en fait partie. Ouais. Parce que la syntaxe, ça va peut-être moins sauter aux yeux. Ouais. Des fois, sauf si vraiment elle est massacrée. Elle est maladroite. Mais ouais, je pense que l'orthographe est vraiment primordiale. Ouais. Et c'est dur, hein. Non, pour moi, tout est important. Oui, non, mais forcément que tout est important, bien sûr. Je suis méchante avec cette question. Mais... ça m'est déjà arrivé un auteur qui m'avait demandé de corriger uniquement orthographe-grammaire. J'ai compris comme ça, puis j'ai fini par lui dire en fait, faudrait que je revoie la syntaxe aussi, parce qu'elle va pas. Ouais, bah oui. Oui, forcément. Et je me sentais mal, en fait, je lui ai laissé le choix, mais je me sentais mal de pas lui dire que sa syntaxe n'allait pas. Bien sûr. Bah, comme t'as l'œil d'une correctrice professionnelle, fatalement, tu t'as vu que c'était bancal, donc que ça méritait correction, quoi. C'est ça. Ouais, bah oui. Ça marche. Bah écoute, j'ai presque fini de te torturer avec mes questions. Oh mon Dieu. J'en ai 2 dernières. Surtout que la dernière, elle est beaucoup plus facile. L'avant-dernière étant, est-ce que tu as un conseil pour ceux et celles qui veulent faire appel soit à tes services, soit qui veulent se faire corriger, voilà. Est-ce que tu as un conseil particulier Ouais, un conseil qui est basé sur mon expérience. Et là, du coup, je vais surtout m'adresser aux étudiants qui veulent faire corriger un mémoire ou une thèse. Je sais ce que tu vas dire. Ouais. C'est un problème qui m'est arrivé 2 fois l'été dernier, une autre fois l'été d'avant. Oui, ouais, c'est récurrent, quoi. Oui, c'est un problème très récurrent. Si vous voulez faire corriger votre mémoire ou votre thèse, et même votre manuscrit de manière générale, avant de l'envoyer en correction, terminez-le. Ah, terminez-le carrément, quoi. Oui, relisez-le aussi, oui, évidemment. Oui. C'était à ça que je pensais. Oui. Mais non, là, c'est terminez-le, en fait. Parce que on m'a envoyé notamment une thèse de 800 pages, je sais pas, corriger. Recevais les sous-parties au compte-gouttes. Ouais. Donc j'y ai passé un temps fou, tous les jours, week-end compris, pour pouvoir tenir les délais. Enfin, non, c'est pas possible. Donc la moindre des choses, avant de faire corriger quelque chose, demandez à l'avance si à telle date une correction sera possible. Oui, mais terminez vraiment le manuscrit ou le mémoire, la thèse, peu importe, avant de l'envoyer en correction.
Ça, c'est fou parce que... Oui, vas-y. Et évidemment, n'envoyez pas un premier jet à un correcteur professionnel. À des bêta-lecteurs, oui, pas de problème. Ouais. Mais pas à des correcteurs professionnels, parce que vous allez payer pour une première correction qui, au final, ne sera pas définitive, tellement il y aura de retravail à faire. Et derrière, vous devrez à nouveau faire corriger le manuscrit. Bah c'est ça, au donc final c'est vraiment dommage. Perte, c'est vraiment dommage, il vaut mieux se trouver un ou deux bêta-lecteurs ou bêta-lectrices pour après le premier jet, si on n'est pas sûr de soi, si on ne sait pas comment s'y prendre pour la relecture, la réécriture. Mais voilà, surtout qu'aujourd'hui t'en trouves des BL facilement, oui, bien sûr. Si vraiment il y a absolument personne de disponible, évidemment qu'on peut le faire, mais bon, c'est un peu dommage de faire payer à quelqu'un pour ça au lieu d'attendre. Ouais. Mais je trouve ça assez fou comme conseil parce que ça me semble en fait tellement évident. Enfin, si tu envoies un document à faire corriger, tu l'envoies fini. Enfin, je sais pas. Oui, non, pas tout le monde. Oui, apparemment, c'est pas évident pour tout le monde. Très bien. Non. Non, mais... Ce conseil devait donc sortir. Très bien. Et tiens, j'ai une question. Tu m'étonnes. J'ai une question qui vient de me pop là un peu au dernier moment. Quel est le projet qui t'a le plus passionné parmi tous ceux que t'as pu avoir à corriger? Alors, attends, je vais reprendre la liste. Vas-y, fais donc. Je te prends un peu au dépourvu, alors oui. T'as le droit de chercher. Peut-être ça, parce que c'était très inattendu et ça m'avait fait très très plaisir. En fait, une historienne qui m'avait contactée pour corriger un de ses articles parce que sa correctrice habituelle était pas disponible en fait à ce moment-là. D'accord. Et elle m'avait contacté moi donc pour faire cette correction. Et en fait, moi, je suis passionnée d'histoire et c'est un article qui parlait du frère de Louis XIV, qui est un personnage historique que j'adore. Donc j'avais vraiment beaucoup aimé faire cette correction. Ah oui, bah tu m'étonnes, du coup t'étais à fond dans ton truc, quoi. C'est ça. Mais du coup, c'était pas difficile d'être toi correctrice, Ophélie correctrice, avec tout ce côté passion qui t'accompagne. Non, ça va. Non, j'arrive à faire la part des choses. Bon, ça va alors, tant mieux. Et est-ce que tu as le droit de balancer le pire projet sur lequel tu as travaillé ou pas? Ou il y a le secret professionnel. La thèse du mémoire l'année dernière, je pense que c'était au niveau de la manière dont je devais travailler. Je pense que ça n'avait pas l'air franchement très fun à vivre, quoi, tout ça. Ah non. Du coup, j'étais un peu au courant de loin de cette histoire parce que je te voyais sur Twitter avec tout plein de désarroi au secours. C'est ma pauvre, quoi. Ma pauvre. J'en pouvais plus. Oh, tu m'étonnes. Donc écoutez bien ce conseil, finissez vos documents avant de les envoyer corriger, nom de Dieu. Sinon, là maintenant, si un étudiant me redemande de corriger une thèse ou un mémoire, ça sera dans les clauses en fait. Je ne commence pas la correction, donc je n'ai pas l'intégralité de ce qu'il y a à corriger. Ouais, au moins t'as appris un peu de ce truc-là. Ah bah oui. Et tout comme non. Est-ce que la pire, c'était pas une de mes premières prestations, le mec n'a jamais payé. Oh, mais quel manque de respect. C'était ça, du coup. Du jour où je lui ai renvoyé le manuscrit, il a fait le mort, il a plus jamais répondu nulle part. Il répondait plus aux mails, il a supprimé son compte Twitter, enfin... Ah oui, la totale, quoi. Ouais, le mec, il s'est fait une petite correction gratuite et... Allez hop, et après je te ghost, quoi, super. C'est ça. Ne faites pas ça non plus, c'est très irrespectueux. Ça va, ça fait en 6 ans, c'est la seule fois où ça m'est arrivé. Oui. Enfin, c'est fou que ça arrive encore, ce genre de choses, quoi. Oui, c'est comme si demain, j'allais chez mon boulanger, je lui chourais un pain au chocolat et j'allais salut. Bah non. C'est ça, c'est exactement pareil. Tu fais pas ça. Ça s'appelle du vol de travail, du vol de prestations, donc tu fais pas ça. Bon, ma toute dernière question est beaucoup plus sympa. J'arrête de te torturer. Non, ma question étant sur quel réseaux sociaux peut-on te trouver, sur quel compte, enfin voilà, c'est ton petit moment de publicité, donc c'est tout à toi. Alors,
Alors, vous pouvez me trouver principalement sur Twitter. Où mon username, c'est @OphélieViolette. Sinon, j'ai une page Facebook auteur, mais je l'utilise pas beaucoup. D'accord. Et sinon, directement par mail. Je sais pas si tu pourras peut-être l'ajouter en... je le mettrai en description. En description sur le replay qui sera sur la chaîne YouTube. Et puis dans la description de l'émission qui sera sur Spotify, quoi. Ok. Complètement. Complètement. Ça marche. Merci à toi pour toutes tes réponses. Très intéressantes. Mais de rien. J'espère qu'à travers cette émission, on a fait comprendre que la correction était nécessaire, je le répète. En fait, qu'on soit d'ailleurs auteur indé ou pas, quoi, ou même en maison d'édition, hein, parce que voilà, la correction participe à la qualité de son texte, donc finalement, c'est comme, mon Dieu, je sais pas si t'as vu passer ça, j'y pense là. J'ai vu passer sur Twitter, il y a quelques jours, une maison d'édition... J'y pensais, j'allais le dire. Ouais, on pense à la même chose, je pense, hein. Oui. Une maison d'édition qui recherche des correcteurs bénévoles. Mais oui. Non. Non, en fait. Non, ne faites pas ça. En fait, non, tu peux pas... tu peux être correcteur bénévole pour ta grand-mère si tu veux, mais c'est un vrai métier, correcteur, quoi. Ouais, tu sais, mon premier roman qui était sorti dans une maison d'édition dont l'éditrice n'était pas très professionnelle, la correction était faite de manière bénévole. Par une de ses amies, je crois. Ouais. Et donc c'était bénévole, donc il restait plein de fautes. Et elle, par derrière, venait en rajouter, elle repassait une dernière correction, sauf qu'en fait, elle était très très mauvaise. Elle avait un très mauvais niveau de français. Et donc elle rajoutait plus de fautes qu'elle n'en corrigeait. Oh non. Donc mon premier roman a des fautes dedans, pas mal de fautes. Bah oui. Et ce n'est pas de ma faute, c'est le cas de le dire. Ah oui. Mais c'est... Et ouais, ça a été, entre autres, dans l'expérience avec cette maison d'édition, quelque chose qui m'avait beaucoup déçue, parce que... Tu m'étonnes, qu'il reste ou deux, oui, ça peut... Bien sûr, personne n'est infaillible. Mais là, c'était au-delà, quoi. L'éditrice qui rajoute des fautes sur la dernière correction... Oh purée. Ah ouais, tu m'étonnes. C'est fou. C'est fou. Et du coup, j'y pense, en fait, je t'ai même pas demandé, je crois, si tu veux un peu nous présenter rapidement, si tu m'as dit un peu, je pense, tes services un peu, vers qui tu te diriges, pour qui tu peux être utile, et si tu peux peut-être nous donner une fourchette un peu de tes tarifs, tu m'as expliqué tout à l'heure que tu avais différents paliers, peut-être si tu veux bien nous donner un peu plus de précision, histoire qu'on ait une petite idée financière, si jamais un auteur ou une autrice écoute cette émission, il se dit tiens, j'ai besoin d'un correcteur, d'une correctrice dans ton cas, qu'on ait à peu près une idée globale du budget que ça représenterait, tu vois. Ouais, alors donc j'ai 3 paliers de correction. Donc le premier palier c'est orthographe, grammaire, conjugaison, et pour alors je vais prendre 50 000 mots parce que c'est le minimum en fait pour je crois un roman est considéré comme un roman à partir de 50 000 mots, donc je me base un peu sur ce palier là. Ça fait donc 540 € TTC. D'accord. Si je passe au palier suivant, donc orthographe, grammaire, conjugaison et syntaxe, pour 50 000 mots, 600 € TTC. Et la même chose avec en plus la cohérence, pour 50 000 mots, 690 € TTC. D'accord, ok. Sachant que j'applique la TVA à 20%. Ouais. Parce que je suis obligée si vous êtes résident en France. Et si vous êtes résident étranger, vous ne payez pas de TVA. Et donc, il y a la possibilité de payer en 1, 2 ou 3 fois, que ce soit par virement ou par PayPal. Ouais, c'est bon à savoir, parce qu'effectivement, ça peut être une manière d'échelonner ses paiements, quoi. Ah oui. Oui, je sais que des fois, c'est nécessaire pour les gros manuscrits qui dépassent les 100 000 mots, par exemple. Oui. Ça peut vite chiffrer, donc... Puis, ne serait-ce que de sortir 600 €, si tu peux faire en plusieurs fois, pour moi, c'est nécessaire de proposer ça aux clients. Ouais, complètement. Ça marche. Eh bien, merci pour ces précisions pécuniaires.
De rien. Ça peut être utile. Est-ce que tu as un dernier quelque chose à nous dire, à nous transmettre, une dernière mise en garde Non, je crois pas. Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Bon bah c'est top. J'espère que cette émission t'a plu. En tout cas, moi j'ai passé un bon moment. C'était chouette. Bah oui, c'était très sympa. Bon bah c'est cool. Alors si t'es contente, je suis contente. Tout va bien. Eh bien écoute, ça va être la fin. Merci encore à toi de ton temps, surtout précieux du coup, et de toutes tes réponses, avec grand plaisir, vraiment. Et j'espère que ça aura été... Mon Dieu, je sais pas si c'est très français ce que je raconte. Que ça aurait été, que ça aura... Aura été. Aurait été, ouais, j'étais bon. Aura été. Donc j'étais bon alors, la première fois. Oui. Ah, ça va, je suis pas si mauvaise. Donc j'espère que ça aura été intéressant aussi pour ceux qui nous écoutent et utile surtout. C'est ça surtout qui compte pour moi. Pour les auteurs et autrices qui se jettent avec tout plein de plaisir et de joie et d'espoir dans l'auto-édition qui est une belle aventure. Merci beaucoup encore une fois Ophélie pour ton temps. Et, merci à toi. Mais je t'en prie, toujours. Et puis, prends soin de toi, prenez soin de vous, ceux qui nous écoutent. Et puis, je vous dis à tout bientôt sur les réseaux sociaux. Et hydratez-vous, il fait chaud. Oui, on enregistre ça, il fait actuellement 35 degrés dehors, c'est un enfer. Nous sommes au mois de mai, canicule. Donc ouais, complètement, pensez à boire, c'est très important. Et du coup, voilà, donc si vous voulez retrouver, tous les contenus du portail de l'auto-édition, c'est comme d'habitude sur Instagram, sur Twitter, sur YouTube, sur Spotify, sur Twitch, je suis partout. Prenez soin de vous et puis on se dit ouais, non, impossible. Je vous dis à tout bientôt et puis voilà, c'était Abby pour le portail de l'auto-édition, le podcast. Prenez soin de vous. Salut. Au revoir.